J'étais debout près de la sculpture de glace quand elle m'a trouvée. La réception était exactement comme je m'y attendais. Bruyante, coûteuse et superficielle. C'était le grand jour de mon cousin Marc. Marc, l'éternel garçon en or de la famille, était avec sa nouvelle petite amie Chloé. Une femme qui portait sa robe de designer comme une armure. Elle faisait tournoyer son champagne. Marc a dit que tu étais dans la Navy? A-t-elle demandé, son ton dégoulinant de condescendance. Ça doit être si dur. Tu fais de l'administration? Des ressources humaines? J'ai gardé une expression neutre. Quelque chose comme ça. C'était le script familial. Mon travail n'était qu'une note de bas de page. Chloé a ri et s'est tournée vers l'homme à côté d'elle. Marc a dit que tu étais dans la conception navale. Alors quoi? Tu fais de la décoration florale pour les navires? Toute la table a ri. Je n'ai pas regardé Chloé. J'ai regardé au-delà d'elle, mes yeux se posant directement sur Monsieur Jennings. Non, ai-je dit, ma voix calme mais tranchant à travers le bruit. Je les commande. La musique semblait s'estomper. Monsieur Jennings s'est figé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Il l'a reposée, son attitude changeant. Commandeur, a-t-il demandé, sa voix soudain sérieuse. Comme dans. J'ai soutenu son regard. Vice-amiral Carter. Le rire de Chloé s'est éteint instantanément. Marc était complètement pâle. Mais ce moment-là, ce n'était pas le début. C'était le point de rupture. L'insulte réelle s'était produite 3 semaines plus tôt. Un appel téléphonique paniqué. Ma tante Clara, la mère de Marc, et une femme qui assimilait le statut social à l'oxygène, étaient à l'autre bout du fil. Anna chérie, a-t-elle commencé, sa voix tendue par l'anxiété. Le mariage de Marc est si important. Nous avons des invités très influents. J'ai juste écouté, sachant déjà où cela allait mener. Le père de Chloé, M. Jennings, sera là. Elle a enchaîné rapidement. C'est un grand PDG dans la défense. Marc essaye de conclure un énorme contrat. Et puis... la demande. Nous espérions que tu ne porterais pas ton uniforme. C'est si agressif. Et s'il te plaît, ne parle pas de ton travail. Dis juste que tu es dans la logistique gouvernementale. Nous avons besoin que tout se passe parfaitement pour Marc. Elle n'avait aucune idée qu'elle ne me demandait pas seulement d'être discrète. Elle demandait à un amiral 3 étoiles de mentir sur son service pour impressionner un entrepreneur de la défense. Un entrepreneur qui, incidemment, était déjà sous examen procédural par mon bureau. Pour comprendre le règlement de compte qui a suivi, il faut comprendre les 2 vies qu'ils m'ont forcé à vivre. Pour ma famille, j'étais juste. C'était le nom qu'ils m'avaient donné. Une petite tape condescendante sur la tête qui réduisait tout le travail de ma vie à un passe-temps excentrique. C'était plus facile pour eux comme ça. Ça me gardait dans ma boîte. Petite et non menaçante, pendant qu'ils se concentraient tous sur la vraie star du spectacle, mon cousin Marc. C'était lui qui avait le travail important en finance, celui dont chaque petite réussite était prétexte à une célébration familiale. Je me souviens de Noël il y a 2 ans, Marc a reçu une Rolex de ses parents pour avoir décroché une grande promotion dans une firme d'investissement de niveau moyen. La famille s'est rassemblée autour, la passant de main en main, s'émerveillant de son poids. J'ai reçu une tasse à café fantaisie, elle était rose, et en lettres bouffantes, il était écrit « Girl Boss ». Ils ont tous ri et dit que c'était parfait pour mon petit boulot de bureau. J'ai juste souri et dit merci. Je n'ai pas mentionné que je venais de passer les dernières 72 heures à coordonner un exercice multinational de groupe aéronaval dans la mer de Chine méridionale. À Thanksgiving, c'était la même histoire. Tout le dîner a été passé à disséquer le monde sous haute pression du portefeuille boursier de Marc. J'ai commis l'erreur d'essayer de participer, en mentionnant que je travaillais sur une nouvelle stratégie maritime pour l'Indo-Pacifique. Tante Clara m'a juste tapoté la main, avec ce même sourire dédaigneux. « C'est gentil, chérie », a-t-elle dit, assez fort pour que la table entende. « Comme une agente de voyage pour bateau ?» La table a ri. J'ai juste pris une gorgée de mon vin. Ma famille voyait une agente de voyage. Mais le lendemain, cette agente de voyage se tenait dans un centre de commandement stérile et high-tech à Indopacom. Dans cette pièce, je n'étais pas Nevian. J'étais vice-amiral Carter. Je me tenais devant une salle de capitaines, de commandants et d'analystes du renseignement, le poids d'un océan entier sur mes épaules. « Écoutez-moi », ai-je dit,
ma voix tranchant à travers la tension silencieuse. L'exercice trident silencieux est lancé. J'ai besoin d'une convergence totale ISR sur ces coordonnées de grille d'ici 0400. Les visages qui me regardaient étaient sérieux. Ils comprenaient les enjeux. Nous testons l'interopérabilité des groupes de frappe aéronavale et le C5 ISTAR au niveau de la flotte. Ce n'est pas un exercice, c'est un message. La préparation de la septe flotte est ma responsabilité directe. J'ai laissé cela planer dans l'air un instant. Il n'y a pas de marge d'erreur. Un visage s'est allumé sur l'écran vidéo principal. C'était le général Peterson, un général 4 étoiles de l'Air Force qui était mon homologue. Ce n'était pas un homme qui gaspillait ses mots, et il se fichait certainement des tasses « Girl Boss ». L'analyse de l'amiral Carter est irréfutable, hâté, il déclarait à la salle. Vous avez vos ordres. Exécutez comme prévu. Il n'y avait pas de tasse fantaisie ici, il n'y avait que la mission et le respect silencieux, profond, de gens qui comprenaient le fardeau du commandement. Des heures plus tard, j'étais à l'arrière de mon véhicule sécurisé, le briefing enfin terminé. Les lumières de la ville défilaient en flou par la fenêtre, tandis que je consultais des documents classifiés sur une tablette sécurisée, des documents qui déterminaient le mouvement de milliers de personnels. Mon téléphone personnel, le téléphone de Navy Anne, a vibré sur le siège à côté de moi. Cela ressemblait à une intrusion d'un autre monde, plus petit, plus mesquin. Je l'ai pris. Le message brillait dans l'obscurité. « Salut, Anne. Maman t'a parlé de l'histoire sans uniforme, hein? Sérieusement, ne rends pas ça bizarre. Le père de Chloé est un gros bonnet. J'ai lu les mots. Ne rends pas ça bizarre. J'ai pensé aux hommes et aux femmes à qui je venais de donner des ordres, aux navires se déplaçant en position, à la gravité absolue de ce que signifiait vraiment un gros bonnet. Le père de Chloé était un entrepreneur. J'étais la cliente. Une colère froide et familière s'est installée dans mon estomac. J'ai pris une profonde inspiration. Mon visage un masque de pierre. Mes doigts ont tapé un mot, reçu. J'ai posé le téléphone, l'ai retourné face contre le siège et suis revenue à l'affichage tactique sur ma tablette. Pendant des années, j'avais tenu la ligne. J'avais compartimenté. Navy Anne pour la famille, Amiral Carter pour la nation. Mais leur demande, cette fois, n'était pas juste une insulte. En me demandant de tromper un entrepreneur de la défense, ils créaient une potentielle faille de sécurité. Ils avaient franchi une ligne. Alors, j'ai décidé qu'il était temps de leur montrer exactement où cette ligne était tracée. Après ce texto de Marc, la colère familière et fatiguée s'est évaporée. Elle a été remplacée par autre chose. Une précision froide et calme. Pendant des années, j'avais essayé de leur expliquer ma vie. J'avais essayé de partager mon monde, mais ils étaient incapables d'écouter. Ils ne respectaient que ce qu'ils pouvaient voir. L'argent, le statut superficiel et la définition étroite du pouvoir qu'ils comprenaient. Essayer de leur dire que j'étais vice-amiral était inutile. Ils ne pouvaient pas, ou ne voulaient pas, le comprendre. Une nouvelle stratégie s'est solidifiée dans mon esprit. Je ne leur dirai plus, je leur montrerai. Et le mariage, leur scène choisie, était le lieu parfait. Je ne suis pas devenue émotive, je me suis mise au travail. De retour dans mon bureau, j'ai accédé à la base de données navale sécurisée et ouvert les fichiers des entrepreneurs. J'ai tapé Jennings Aerospace. Ma tante n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Monsieur Jennings était en effet un partenaire majeur de la défense. En faisant défiler les contrats actifs, un code de fichier a attiré mon attention. Projet Neptune. C'était un contrat massif, pluriannuel de logistique. Et plus important encore, il était actuellement en attente d'un examen de performance obligatoire. Un examen que mon bureau, et finalement moi, aurait le dernier mot. Marc n'était pas le seul à essayer de conclure un contrat. J'ai sonné mon aide. Lieutenant Commander Evans, mon bras droit affûté et professionnel, est entré dans mon bureau. Evans, ai-je dit, mes yeux toujours sur l'écran. Je vais assister à un événement social ce week-end. Monsieur Jennings de Jennings Aerospace sera présent. Il a immédiatement compris le sous-texte. Je veux un briefing complet sur le projet Neptune préparé pour moi d'ici vendredi, et vous m'accompagnerez à l'événement. J'ai enfin levé les yeux. Uniforme de service complet. Nous y assisterons en devoir officiel de représentation. Un bref sourire complice a traversé le visage d'Evans.
Il avait déjà géré les appels dédaigneux de ma famille auparavant. Compris, amiral. Le jour du mariage arrivé, j'ai suivi la demande de ma tante à la lettre. Je n'ai pas porté mon uniforme. J'ai choisi une robe civile simple et élégante. J'ai vu le moment où tante Clara m'a repéré. La vague de soulagement visible. Le petit hochement de tête. D'approbation. Le regard qu'on donne à un enfant difficile, qui a enfin décidé de se comporter. Elle voyait Navy Ann, la parente inoffensive avec son passe-temps excentrique pour les bateaux, neutralisée en toute sécurité. Marc et Chloé tenaient court, et je me suis fondue dans le décor, les laissant se sentir à l'aise dans leur pouvoir. Ma tante était si soulagée que j'avais écouté. Elle pensait que j'avais obtempéré. Elle ne comprenait pas. Dans mon monde, l'obéissance est une stratégie. Le piège était tendu. L'appât était moi. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre qu'il marche dedans. Nous étions de retour à la table. Chloé venait de livrer sa punchline et le petit cercle d'amis de la famille gloussait. « Alors quoi, tu fais de la décoration florale pour les navires ?» J'ai ressenti la piqûre familière et chaude de l'humiliation, l'attente que je l'absorbe simplement, que je sois Navy Ann et que je ris pour préserver la paix. Mais cette fois était différente. Le plan était en marche. J'ai pris une lente inspiration, laissant le silence planer juste un instant de trop. Je ne l'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé Marc, que je sentais se recroqueviller à côté de moi. J'ai regardé directement son père, Monsieur Jennings. Non, ai-je dit, ma voix parfaitement neutre, calme, mais tranchant à travers le tintement des verres et la musique lointaine. Je les commande. Le rire de Chloé était encore figé sur son visage, mais ses yeux dardaient, entre moi et son père, sentant qu'elle avait commis une terrible erreur. Monsieur Jennings? Sa réaction était tout. Le sang s'est vidé de son visage. Sa fourchette coûteuse, chargée de saumon, s'est arrêtée. Il m'a fixé, ses yeux écarquillés, effectuant un calcul frénétique. Il ne voyait pas Navy Ann. Il voyait autre chose. Un fantôme à la table. Il a enfin parlé. Et sa voix était un grondement bas et sérieux. Commandeur, comme dans. J'ai juste soutenu son regard. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Je lui ai donné un seul hochement de tête tranchant. Vice-amiral Carter. La fourchette a claqué sur son assiette, éclaboussant de sauce la nappe blanche. C'était le bruit le plus fort du monde. Monsieur Jennings s'est levé d'un bond. C'était un homme plus âgé, corpulent, mais il s'est redressé en une posture rigide, presque douloureuse, d'attention si vite que sa chaise a grincé en arrière sur le sol poli. Le visage de Chloé était un masque d'horreur pure et incompréhensible. Marc avait l'air d'avoir été giflé. Et tante Clara, son sourire peint était figé. Ses yeux écarquillés, justes, vides. Amiral, a balbutié Jennings, ses mains raides le long du corps. Amiral Carter. Mes excuses. Je ne vous ai pas reconnu en tenue civile. J'ai enfin permis un petit sourire froid. J'ai tourné la tête, juste légèrement, pour regarder ma tante. Pas besoin, monsieur Jennings. J'étais en civil. Ma famille le préfère. Le visage de tante Clara est passé du blanc à un rouge blotchi et maladif. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Marc secouait juste la tête, murmurant non, 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 comme s'il pouvait rembobiner les 30 dernières secondes. Mais avant que quiconque dans ma famille puisse trouver sa voix, une nouvelle silhouette a fendu la foule, pile au bon moment. Lieutenant-commandeur Evans, impeccable dans son uniforme blanc de service complet, avançait avec détermination. Il tenait une mallette officielle verrouillée dans sa main gauche. Il a ignoré la mariée, le marié, la piste de danse et tous les invités importants de tante Clara. Il s'est dirigé directement vers notre table et s'est arrêté à 2 pieds derrière ma chaise. Il a salué M. Jennings en premier comme le protocole l'exigeait, puis moi. « Amiral ?» a dit Evans, sa voix nette et formelle, portant facilement par-dessus la fête maintenant muette. « Vous avez un appel sécurisé avec le bureau du SECNAV à 2100 concernant le projet Neptune, et j'ai l'examen préliminaire que vous avez demandé. » Toute la table était silencieuse.
Les invités importants que tante Clara avait tant voulu impressionner toute la soirée étaient tous en train de fixer, leurs expressions un mélange de choc et de compréhension naissante. Ils savaient exactement ce qu'était un vice-amiral. Ils savaient ce que signifiait un appel sécurisé avec le bureau du secrétaire de la Navy. Et ils regardaient tous M. Jennings, un PDG puissant, se tenir au garde à vous comme un écolier réprimandé. Monsieur Jennings transpirait visiblement maintenant, ses yeux rivés sur la mallette. Amiral, hâté, il dit, sa voix tendue. Projet Neptune, bien sûr. Y a-t-il un problème? Il demandait en tant que PDG, il suppliait en tant qu'entrepreneur. C'était le moment. J'ai pris une lente et délibérée gorgée d'eau, le laissant attendre. Jennings, ai-je dit, mon ton passant à celui que j'utilisais dans le centre de commandement. Mon bureau a de sérieuses préoccupations concernant les métriques de performance et le dernier ensemble de livrables. Je me suis penché en avant, juste un peu. Franchement, les chiffres sont inacceptables. Mais je suis sûre que votre équipe peut les corriger. Si vous êtes toujours le bon entrepreneur pour le job. Ce n'était pas juste une révélation. C'était une exécution directe, professionnelle, procédurale, livrée devant tout le monde. Marc a enfin trouvé sa voix. C'était un murmure pathétique et craquelé. Anna? Vice? Amiral? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis tournée vers mon cousin. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas Navy Anne. Je n'étais pas l'apparente bizarre et calme. J'étais celle qui tenait toutes les cartes. Marc, ai-je dit. Ma voix plate. Monsieur Jennings et moi discutons d'affaires officielles de la Navy des États-Unis. Des affaires sur lesquelles vous n'êtes pas autorisé. Veuillez ne plus interrompre. Puis, j'ai tourné mon regard vers Chloé. Elle avait l'air physiquement malade. Et Chloé, un conseil professionnel. Ses yeux se sont écarquillés. Avant de vous moquer à nouveau du boulot girly de quelqu'un à une fête, assurez-vous sacrément bien qu'elle ne contrôle pas les contrats de défense de milliards de dollars de votre père. Ma tante avait l'air sur le point de s'évanouir. Chloé était blanche comme un linge. Mon aide a tiré une chaise pour moi. Monsieur Jennings s'est assis, son visage sombre. Au milieu de la réception parfaite de mon cousin, un examen naval formel venait de commencer. Et pour la première fois de ma vie, ma famille était muette. La fête a continué. Mais l'univers de cette pièce avait fondamentalement changé. La musique, les rires, le bruit des verres de champagne, tout s'est estompé en un rugissement sourd et distant. Lieutenant-Commander Evans avait tiré une chaise pour moi, et Monsieur Jennings, son visage pâle mais maintenant intensément concentré, s'est assis. Nous étions dans une bulle. Evans a ouvert un classeur verrouillé. Et juste comme ça, au milieu de la réception opulente de mon cousin, nous avons commencé à parler. Nous avons discuté d'interopérabilité C5 de chaînes logistiques et des métriques de performance inacceptables du projet Neptune. C'était une conversation technique, froide et brutalement précise. C'était le langage de mon vrai monde, celui que ma famille n'avait jamais pris la peine de demander. J'ai levé les yeux une seule fois. De l'autre côté de la pièce, je les ai vus. Ma famille. Marc, Chloé et tante Clara. Ils étaient blottis ensemble, près du gâteau de mariage à 6 étages. Une petite île isolée d'humiliation. Les invités importants que tante Clara avait tant voulu impressionner gardaient leur distance. Ils lançaient des regards discrets et curieux vers notre table. Vers moi, vers mon aide dans son uniforme de service complet, et vers le PDG puissant qui se penchait maintenant, écoutant avec une intensité déférente. Pour la première fois de leur vie, ma famille était celle qui était à l'extérieur. Celle qui n'appartenait pas, fixant un monde de vrai pouvoir auquel ils ne pouvaient pas accéder. Après 20 minutes de questions techniques rapides et d'assurances de plus en plus désespérées de Jennings, j'ai fermé le classeur. Jennings, un homme qui était entré dans cette réception comme un titan de l'industrie, avait l'air profondément humilié. « Amiral, hâté, il dit, sa voix basse et sincère, toute trace de son arrogance antérieure disparue. Vous avez ma garantie personnelle. Les métriques seront corrigées d'ici la fin du prochain trimestre. » Il a fait une pause, son regard se posant sur sa fille, qui fixait la nappe d'un air absent. Et mes excuses les plus profondes. Pour mes et celles de ma fille, supposition, je n'ai pas souri. Je lui ai juste donné un seul hochement de tête professionnel. Veillez-y, monsieur Jennings. 1 an plus tard, j'étais debout à un autre podium.
Ce n'était pas un mariage. Il n'y avait pas de sculpture de glace, pas de bavardage superficiel, pas de parents murmurant pour que je ne rende pas ça bizarre. J'étais à la base navale de San Diego, le soleil était chaud sur le tarmac, et l'air était piquant de sel marin et de carburant d'avion. J'étais dans mon uniforme blanc, immaculé de service complet, la tresse dorée sur mon chapeau brillant, acceptant formellement le commandement d'une nouvelle force opérationnelle, conjointe prestigieuse. La première rangée n'était pas remplie de gens qui partageaient mon sang. Elle était remplie de gens qui partageaient mes valeurs. J'ai regardé et vu le général Peterson, qui m'a donné un hochement de tête bref et fier. J'ai vu des amiraux, des généraux et des dignitaires étrangers. Et tandis que les applaudissements retentissaient, ce n'était pas l'applaudissement poli et obligé d'une fonction familiale. C'était le respect tranchant, unifié et tonitruant de milliers de marins et de marines, debout en formation parfaite. Ça, ai-je pensé. C'était ma vraie famille. Celle que j'avais gagnée. Une famille construite non sur le sang et l'obligation, mais sur la compétence mutuelle, le sacrifice partagé et le respect absolu. Mon nouveau bureau était spacieux, surplombant le port et les massifs porte-avions qui y reposaient. C'était calme. Mon nouveau aide est entré un après-midi. Madame, à thé, il dit, en me tendant une épaisse enveloppe crème. Ceci est arrivé par la valise diplomatique. Ce n'est pas officiel. J'ai reconnu le logo de Jennings Aerospace. À l'intérieur se trouvait une lettre formelle, tapée, de M. Jennings lui-même. C'était un remerciement concis. Le projet Neptune avait passé son examen subséquent avec brio. Les nouvelles métriques dépassaient toutes les attentes. Et il créditait ma supervision directe et clarifiante pour le revirement complet. C'était professionnel, et je l'ai apprécié. Mais glissée dedans, pliée en deux, se trouvait une petite carte manuscrite. Elle disait « P.S. Je pensais que vous aimeriez savoir. Chloé n'est plus avec Marc. Elle travaille maintenant comme stagiaire non rémunérée dans une organisation à but non lucratif. Elle apprend beaucoup. » J'ai lu cette dernière ligne 2 fois. Elle apprend beaucoup. Ce n'était pas juste une excuse. C'était une reconnaissance, un signe de respect ultime. J'ai posé la note, tranquillement satisfaite. Quelques mois plus tard, alors que les fêtes approchaient, mon téléphone personnel a vibré. C'était un texto de Marc. J'ai fixé l'écran. Un sentiment étrange et détaché m'envahissant. Toutes les années de colère, la piqûre familière d'être invisible, la honte chaude, tout avait disparu, remplacé par un calme simple et froid. Le message disait « Salut Anne, tu viens pour Noël ? Maman, elle. Nous comprenons maintenant. Nous sommes fiers de toi. » J'ai lu les mots. Nous comprenons maintenant. Nous sommes fiers de toi. J'ai pensé à comment, 5 ans plus tôt, ces mots auraient été tout. J'aurais pleuré. J'aurais enfin me senti vue. Mais maintenant, j'ai regardé le texto, et je n'ai rien ressenti. Pas de triomphe. Pas de colère. De la fatigue. Ma valeur n'était plus entre leurs mains. Ma fierté n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient m'accorder comme une faveur. J'ai levé les yeux du téléphone, vers une photo encadrée sur mon bureau. Ce n'était pas une photo de famille. C'était une photo de moi sur le pont d'un porte-avions, entourée de mon équipe de commandement. Ma vraie équipe. J'ai tapé sur l'écran, archivé le message sans réponse, et me suis retournée pour regarder les navires dans mon port. J'avais du travail à faire. Ma famille voulait que je sois Navy Anne, la fille calme avec son passe-temps. Ils ne pouvaient pas gérer vice-amiral Carter, la femme avec l'autorité. Ils ont appris ce jour-là que le rang n'est pas juste un titre, c'est une responsabilité. Ils ont pris mon silence pour de la faiblesse. Mais dans mon monde, le silence signifie qu'un plan est en marche. Si vous avez déjà dû utiliser votre pouvoir professionnel pour tracer une limite personnelle, partagez votre histoire ci-dessous. Dans cette communauté, nous saluons votre rang.